On dit que balayer la nuit, c'est appeler ceux qui ne dorment jamais, ceux dont les pieds n'ont jamais quitté la poussière du monde. À Calabar, cité aux 1000 couleurs et aux secrets plus anciens que la mémoire, le marché aux baumes s'endormait chaque soir sous les lueurs vacillantes des lampes à pétrole, alors que les ruelles s'enfonçaient dans un silence que même les mototaxis redoutaient. C'est là que vivait Lamba, une jeune fille au regard profond, dans une vieille maison en bois rongée par l'humidité, au fond du quartier à Nantiga. Orpheline depuis ses 5 ans, elle avait été recueillie par sa tante Moina, une femme dure et sèche comme l'écorce du manguier, crainte pour son tempérament violent et ses rumeurs de pratiques anciennes qu'on ne nommait jamais à haute voix. Tous les jours, Lamba portait des paniers au marché, lavait les habits dans l'eau trouble du puits, et pilait le manioc sans relâche. Mais ce soir-là, alors que le ciel s'était teinté d'un rouge étrange et que les ombres des arbres dansaient sur les murs comme des mains en prière, Moina, les yeux plissés par une inquiétude qu'elle dissimulait mal, lança à Lamba un balai en branchage, le genre qu'on ne fabriquait plus depuis des années. « Balaie la cour », ordonna-t-elle, sa voix rauque comme si elle avait été écorchée de l'intérieur. Lamba hésita. Il était déjà presque nuit, et même les enfants avaient cessé de jouer. Une vieille femme du marché, Maïlika, l'avait prévenue plus tôt dans la journée en la voyant traîner ce même balai: « Ne balaie jamais la nuit, petite. La nuit, c'est le ventre des morts. Tu réveilles ce qui doit dormir. » Mais Lamba, fatiguée et habituée à l'obéissance, obtempéra. Elle sortit dans la cour silencieuse, éclairée seulement par le croissant de lune, et se mit à balayer lentement. La poussière, fine comme du talc, s'élevait à chaque mouvement, dessinant dans l'air des formes étranges, presque humaines. Chaque coup de balai semblait soulever non seulement la saleté, mais aussi quelque chose d'invisible, de lourd, de triste. Un vent léger se leva, froid, coupant, anormal pour cette saison. Les oiseaux nocturnes s'envolèrent en silence. Alors que le balai frôlait une vieille natte oubliée, posée contre le mur depuis si longtemps qu'elle faisait partie du décor, le sol sous les pieds de Lamba se mit à vibrer légèrement, comme si une respiration sourde montait de la terre. Elle s'arrêta, tendit l'oreille, n'entendit que son cœur battre trop fort dans sa poitrine. La natte bougea toute seule. Juste un frémissement. Un souffle. Lamba recula, mais Moina surgit derrière elle, l'attrapa par l'épaule et la força à continuer. Elle lui cria de cesser d'écouter les vieilles folies, que ce n'était qu'un balai et de la terre. Mais ses mains tremblaient. Dans les jours qui suivirent, la maison sembla changer. Des objets disparaissaient, pour réapparaître ailleurs, ou pas du tout. Des traces de pas, petites, fines, apparaissaient dans la cour le matin, alors que personne n'était sorti. Une odeur étrange, de cendre et de fer, flottait la nuit dans l'air. Et Lamba, chaque soir, rêvait de la même chose, une femme assise dans un champ sec, les yeux vides, le visage couvert de terre, qui l'appelait sans un mot. Maïlika revint. Elle avait vu un signe, un milan noir s'était posé sur sa fenêtre, et son ombre avait la forme d'un linceul. Elle supplia Moina d'arrêter, de faire des libations, d'invoquer les anciens. Moina la chassa en criant. Mais cette nuit-là, Lamba se leva en silence, le cœur serré, l'âme en désordre. Elle sortit dans la cour, s'agenouilla là où la natte avait bougé, et gratta la terre avec ses mains. Le sol était meuble, humide. Sous quelques centimètres, elle trouva un sachet noué. En l'ouvrant, elle découvrit une touffe de cheveux emmêlés dans des perles de bébé, et un petit bracelet en cuivre, brisé. Elle hurla. Le cri brisa le silence de Calabar. Moina accourut, les yeux fous. Elle arracha le sachet, le jeta dans le feu du foyer, et frappa Lamba à terre. Mais c'était trop tard. Le sol se mit à vibrer de nouveau. Pas un tremblement de terre. Une pulsation. Comme si quelque chose, là-dessous, se réveillait lentement. Depuis cette nuit, Lamba n'entendit plus jamais le silence. Toujours, dans un coin de la pièce, une voix murmurait son nom. Une voix douce. Une voix triste. Une voix qui n'avait pas fini de parler. Depuis cette nuit-là, plus rien ne fut jamais normal dans la maison de Moina. Calabar, malgré ses couleurs vives et ses musiques de rue, semblait s'être retirée de cette cour-là, comme si un voile invisible avait été tiré entre elle et le reste du monde. Lamba se réveillait chaque matin avec de la poussière noire sur les pieds, bien qu'elle ne soit jamais sortie pendant la nuit. Dans un coin de la chambre, une tache d'humidité avait commencé à prendre la forme d'un visage,
un visage sans yeux mais avec une bouche grande ouverte comme dans un cri étouffé. Les objets continuaient à se déplacer d'eux-mêmes, parfois même devant ses yeux. Une nuit, alors qu'elle tentait de dormir, le pilon de cuisine s'était renversé tout seul avec un bruit sec, et un murmure s'était élevé du sol, un murmure ancien, rauque, comme le frottement d'un pagne sur du sable. Et toujours, cette voix douce, trop douce, qui l'appelait, chuchotée comme une berceuse venue d'un autre monde. Lamba ne savait plus à qui parler. Les voisines évitaient désormais de la saluer, certaines détournaient les yeux comme si son regard portait le malheur. Maëlika seule osait encore l'approcher, mais son visage portait l'empreinte de l'effroi. Elle lui avoua que les signes étaient clairs, trop clairs. Ce que Lamba avait réveillé n'était pas une simple amérante, mais un Ndoki, un esprit trahi, retenu dans le monde des vivants par une injustice si profonde que même les rituels ordinaires ne suffiraient pas à le calmer. Elle raconta qu'autrefois, bien avant les bâtiments modernes, cette partie du quartier Anantiga n'était qu'un champ de justice où les fautes les plus graves étaient lavées dans le sang. Des femmes y avaient été enterrées, jugées, sacrifiées en silence, et les familles, par peur ou par honte, avaient effacé leurs traces. Moana, en entendant cela, réagit violemment. Elle traita Elika de vieille sorcière enragée, l'accusa d'inventer des histoires pour semer la peur et menaça de lui faire interdire l'accès au marché. Mais Lamba avait vu, senti, ressenti. Elle ne pouvait plus fermer les yeux. Le visage dans la tache d'humidité se faisait de plus en plus net, les rêves devenaient plus précis. Elle voyait un champ brûlé, des femmes enchaînées, des chants sans mélodie, et toujours cette femme assise, le visage recouvert de boue, qui lui tendait un objet invisible. Une nuit, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Lamba retourna à l'endroit de la natte, là où elle avait trouvé le sachet. Cette fois, elle creusa plus profondément. Le sol était plus froid, presque gelé. Elle déterra une petite boîte en fer, rouillée, fermée par une cordelette imbibée d'huile noire. Quand elle l'ouvrit, l'air devint lourd. À l'intérieur, il y avait un petit pagne d'enfant, une chaîne brisée, et une mèche de cheveux tressée avec un cauris au centre. Elle toucha l'objet et fut submergée par une vision brutale, une jeune femme hurlant, entourée par une foule, des bras qui jetaient des pierres, un enfant qu'on lui arrachait des bras. Elle hurla et la boîte lui échappa des mains. Au matin, Maëlika la trouva prostrée, les yeux ouverts sur quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Elle la lava avec une infusion de feuilles amères, lui fit boire une décoction de racines rouges et pria longuement. Puis elle lui dit la vérité, ou du moins ce qu'elle avait toujours soupçonné. La mère de Lamba, Nayebi, n'était pas morte dans un affrontement entre communautés comme on le lui avait raconté. Elle avait été tuée ici même, dans cette cour, dans ce sol, après avoir été accusée de sorcellerie. Et cette accusation n'était pas venue de nulle part. Elle avait été portée par une voix forte, une voix crue, une voix de femme. La voix de Moana. Lamba se sentit foudroyée. Le monde chancela. Elle courut vers sa tante et l'obligea à parler. Moana, pour la première fois, ne cria pas. Elle ne frappa pas. Elle s'assit. Elle regarda dans le vide pendant longtemps, puis elle parla d'une voix plate, usée. Elle raconta comment Nayebi, sa petite sœur, était belle, trop belle, et comment elle avait été la proie d'un homme puissant, un commerçant respecté dans le quartier, ami de leurs parents. Nayebi l'avait repoussé, puis avait voulu le dénoncer. Mais Moana, qui dépendait financièrement de cet homme pour sa petite affaire de vivre, avait eu peur de tout perdre. Elle avait supplié sa sœur de se taire, mais Nayebi avait refusé. Alors, dans une nuit noire comme l'encre, Moana avait raconté à la foule que sa sœur faisait des choses étranges, qu'elle parlait seule, que des enfants tombaient malades quand elle passait. C'était suffisant. Les langues s'étaient déliées, les rumeurs avaient fait le reste. En 2 jours, Nayebi fut jugée dans le silence, sans défense, et la pierre fut choisie pour laver la honte. Elle fut tuée dans la cour, ici même, et son corps enterré sans prière, sans chant, sans nom. Lamba tomba à genoux, incapable de respirer. Les visions, les rêves, les murmures, tout prenait sens. La voix dans sa tête, c'était celle d'une mère assassinée pour avoir été intègre, pour avoir voulu protéger. Ce n'était pas seulement un esprit errant. C'était un cri d'amour étouffé par la trahison. Moana pleurait maintenant, mais ses larmes coulaient trop tard. Lamba, la gorge nouée, sentit quelque chose en elle se briser,
puis renaître dans une colère sourde. Et comme si le monde réagissait à cette vérité dévoilée, le sol vibra une fois de plus. Pas un tremblement. Un appel. Et dans le silence qui suivit, une révélation jaillit dans l'esprit de Lamba, venue d'un endroit profond qu'elle ne connaissait pas. Nayébi avait eu un autre enfant. Une fille. Une sœur. Née en secret, avant l'horreur, cachée et confiée à quelqu'un de confiance loin d'ici. Et cette sœur était vivante, quelque part dans cette même ville, portant un nom qui n'était pas le sien, vivant dans l'ignorance la plus totale. Et alors que Lamba se recroquevillait dans un coin, tremblante, l'objet qu'elle avait trouvé, la boîte de fer, se remit à vibrer doucement. C'était une nouvelle voix. Une autre présence. Quelque chose de plus profond, plus ancien. Car il ne s'agissait plus seulement d'un secret de famille. Il y avait quelque chose de plus large, une injustice qui dépassait Moana, Nayébi, même Lamba. Un silence collectif, un souvenir enterré par toute une communauté. Et maintenant que la terre avait parlé, rien ne pourrait plus l'arrêter. Dans les jours qui suivirent, Lamba ne parla presque plus, mais ses nuits devinrent le théâtre d'un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. Dans le silence de sa chambre, elle sentait les murs vibrer, non plus de peur, mais d'un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Elle comprenait désormais que sa vie avait été bâtie sur une tombe, sur une trahison, sur le silence d'un nom effacé. Sa mère, Nayébi, n'avait pas eu droit à la justice, ni au deuil, ni au souvenir. Moana, sa propre sœur, avait ouvert la bouche pour la livrer, et toute la cour, toute la communauté, avait baissé les yeux ou levé les pierres. Le sang versé avait imprégné la terre jusqu'à en déformer le temps, jusqu'à ce que la mémoire se venge en se logeant dans les rêves des enfants. Lamba n'était pas folle. Elle était habitée. Hantée par une dette ancienne, celle de la parole qu'on n'a pas défendue, du cri qu'on a ignoré. Maëlika, fidèle et droite, lui expliqua que le rituel nécessaire ne pouvait être accompli que si la vérité était mise à nu, entièrement. Elle lui donna un morceau de pagne noir qu'elle devait attacher autour de ses hanches avant d'entrer dans la cour, chaque nuit à minuit, pour écouter. Lamba obéit. Et les nuits vinrent, l'une après l'autre, avec leurs secrets. Une nuit, elle vit une scène plus claire que les autres. Sa mère, agenouillée, un pagne déchiré sur la poitrine, les cheveux défaits, entourée de figures floues au visage indistinct, qui criaient sans bouche, qui jetaient sans main. La femme qu'elle était tendait un bras vers un petit panier au sol. Dans ce panier, un bébé pleurait. Et soudain, l'image se brisa comme une calebasse tombée sur la pierre, et Lamba se réveilla, le visage trempé de larmes. Ce bébé, ce n'était pas elle. Ce n'était pas son souvenir. C'était celui d'un autre enfant. D'une autre sœur. Lamba comprit alors que Nayébi, avant de mourir, avait mis au monde une première fille, bien avant elle, bien avant la nuit de la trahison. Une enfant qu'elle avait confiée, par peur, par amour, à une femme qui avait fui la ville, emportant l'enfant loin du danger. Cette vérité la brûlait. Elle demanda à Maëlika de l'aider à remonter la piste, et la vieille femme, malgré les risques, consulta les vieilles mères du marché, les devineresses silencieuses, les vendeuses de racines. Le nom de celle qui avait accueilli l'enfant finit par ressurgir, Mama Uduak, une guérisseuse partie vivre dans un quartier reculé, près du vieux cimetière d'Ezukatu. Lamba s'y rendit seule, pieds nus, guidée par le balai en ronce qu'elle tenait depuis le début de cette histoire, désormais symbole de son lien avec la vérité. Mama Uduak était vieille, presque aveugle, mais quand elle sentit la présence de la jeune fille, elle sourit tristement. Elle reconnut immédiatement le regard de Nayébi dans les yeux de Lamba. « Oui, dit-elle d'une voix brisée, ta mère m'a confié son premier enfant. Une fille. Elle s'appelait Ini. Je l'ai élevée comme la mienne, et elle ne sait rien. Elle vit aujourd'hui à Calabar même, mariée à un commerçant, croyant que je suis sa grand-mère. » Lamba, tremblante, demanda à la voir, mais Mama Uduak refusa. « Pas encore. Pas tant que la terre n'a pas été lavée, pas tant que les os de ta mère ne sont pas en paix. Le rituel exige le retour de la mémoire, l'exacte réparation. » Lamba retourna chez Moana, plus déterminée que jamais. Elle affronta sa tante, cette fois sans peur. « Tu dois parler, dit-elle. Tu dois dire leur nom. Pas seulement celui de Nayébi, mais aussi ceux qui t'ont écouté, ceux qui ont choisi le silence, ceux qui ont frappé sans savoir. » Moana,
épuisée, finit par s'effondrer. Elle raconta alors ce qu'elle avait eu jusqu'à présent. Que ce n'était pas seulement elle. Que les anciens du quartier, les notables, les chefs, avaient décidé du sort de Nayébi pour protéger leur propre pouvoir. Que certains avaient vu en elle une menace, une femme trop intelligente, trop libre, trop lucide. Qu'elle avait voulu dénoncer non seulement son propre abuseur, mais tout un cercle d'hommes qui utilisaient les jeunes filles pauvres du quartier comme des proies. Nayébi savait. Elle avait parlé. Et on l'avait faite taire. Moina ne l'avait pas dénoncée par jalousie seulement, mais aussi parce qu'on le lui avait ordonné. Elle n'était qu'un maillon. Un outil. Une traîtresse, mais une traîtresse façonnée par la peur. Lamba sentit sa rage changer de nature. Elle ne pouvait pas pardonner, mais elle comprenait désormais que le poison venait de plus loin. De plus haut. Que ce que sa mère avait réveillé en mourant, ce n'était pas seulement une vengeance personnelle, mais une faille dans le mur du mensonge collectif. Elle fit alors ce que personne n'avait osé faire depuis 17 ans. Elle alla dans la cour, au milieu de la nuit, planta 4 piquets au coin de la tombe cachée, y attacha le pagne de Nayébi, la mèche de cheveux et la chaîne brisée, puis elle alluma 4 bougies faites avec de l'huile rouge, du charbon et des cendres de feuilles sacrées. Elle appela sa mère. Pas par un nom, mais par un cri qui sortait de ses entrailles, un cri sans mots, un cri de fille à mère, de chair à sang, de vivante à morte. Et la terre répondit. Les murs vibrèrent. Les lampes s'éteignirent. Une brume froide monta du sol. Et dans cette brume, Lamba vit une silhouette se dessiner. Une femme, droite, digne, les yeux pleins de larmes mais le visage calme. Nayébi. Elle ne parla pas. Elle ouvrit les bras. Et Lamba s'effondra dans ce silence lumineux, pleurant tout ce qu'elle n'avait jamais su pleurer. Quand elle se réveilla, au matin, le balai de ronces s'était posé à côté d'elle, mais désormais sec, propre, comme lavé de sa malédiction. Et dans un coin de la cour, là où la terre avait été remuée, une fleur inconnue avait poussé dans la nuit. Une seule, rouge sang, éclatante, vivante. Ce jour-là, Calabar s'était tue un peu plus longtemps que d'habitude. Comme si la ville elle-même avait retenu son souffle. Mais Lamba savait que ce n'était pas fini. Il restait Ini. Il restait le cercle des notables. Il restait ceux qui vivaient encore avec le sang de sa mère sur les mains, sans jamais avoir été confrontés à la mémoire. Le balai avait réveillé la nuit. Et maintenant, la nuit voulait que justice soit faite. Le matin suivant, la lumière semblait différente, plus froide, comme si l'air de Calabar avait été lavé par une vérité trop lourde pour rester dans l'ombre. Le quartier d'Anantiga s'éveillait avec lenteur, les femmes balayaient devant leurs portes avec des gestes prudents, les enfants jouaient sans crier, et les coqs semblaient s'être tus plus tôt que d'habitude. Lamba se tenait droite, le visage marqué par l'éveil, mais dans ses yeux brillait une résolution nouvelle. La fleur rouge apparue au-dessus de la tombe de Nayébi était encore là, ferme, éclatante, comme si elle défiait la logique même du sol sec qu'il avait vu naître. Ce signe, elle le comprit aussitôt, n'était pas une fin, mais un début. Nayébi avait reçu son appel, avait montré son visage, mais le silence autour de son histoire, celui des vivants, lui, n'avait pas encore été brisé. Le balai en ronces, désormais sec et presque léger, lui rappelait que la poussière du passé devait être levée, non pas pour être dispersée, mais pour être regardée en face. Ce jour-là, Lamba ne retourna pas au marché. Elle partit à la recherche d'Ini, sa sœur oubliée, l'enfant caché, celle que Nayébi avait protégée en l'arrachant à l'enfer, mais aussi à son histoire. Après plusieurs heures de marche dans les ruelles entremêlées de la ville, elle retrouva Mama Uduak, qui l'attendait sous un vieux manguier, les yeux tournés vers le ciel. Sans parler, elle lui tendit un pagne jaune brodé que Nayébi avait cousu avant sa mort, un tissu qu'Ini avait toujours cru être un simple héritage. Lamba le prit, le serra contre sa poitrine, et suivit Mama Uduak à travers les chemins poussiéreux jusqu'à une petite maison aux murs bleus, ornée de fleurs sèches suspendues aux fenêtres. C'est là qu'Ini vivait. Elle était belle, droite, la même lueur dans les yeux que Lamba voyait dans ses rêves. Mais elle ne savait rien. Pas une miette. Elle crut d'abord à une erreur, puis à une plaisanterie, puis à une tentative de vol d'identité. Mais quand elle vit le pagne, ses mains tremblèrent. Et quand Mama Uduak, la voix brisée, lui raconta tout ce qu'elle avait eu jusqu'ici,
le silence s'abattit sur la pièce comme un vent venu d'outre-monde. Lamba parla, lentement, avec douceur, avec cette douleur qu'on partage comme un repas amer. Elle ne réclama rien. Ni amour, ni pardon. Elle voulait seulement que sa sœur sache. Savoir, c'était tout. Savoir que leur mère avait été une femme digne, une femme forte, une femme détruite par la peur des hommes. Igni écouta, les yeux noyés de larmes, la main crispée sur le pagne. Et ce soir-là, sans qu'aucune parole ne soit dite, elle suivit Lamba jusqu'à la cour. Elles s'agenouillèrent ensemble près de la tombe. Elles versèrent de l'huile, chantèrent un chant de deuil que ni l'une ni l'autre n'avait appris, mais qui semblait couler de leur gorge comme une mémoire ancienne revenue au jour. La fleur rouge brilla un instant, puis laissa tomber un pétale. C'était fait. Une paix douce s'installa, mais de courte durée. Car à partir de ce jour, la ville commença à changer. Les murs des vieilles maisons suintaient par endroits. Des écritures apparaissaient à l'aube, faites de cendres et de charbon, puis disparaissaient à midi. Les enfants du quartier disaient entendre des pleurs dans les arbres, des voix dans les bassines d'eau. Une nuit, un chien fut retrouvé figé devant la porte du chef de quartier, les yeux ouverts, mort, mais sans blessure. Le vieux sage du coin consulta les ossements et déclara que la terre demandait plus. Lamba comprit. Nayébi n'était pas seule. D'autres femmes, d'autres filles, d'autres vérités avaient été enterrées dans le silence, et tant que ces noms ne seraient pas lavés, le sol ne cesserait de respirer la colère. Elle demanda à Moana de la suivre dans un dernier geste. Ensemble, elles firent le tour du quartier, la nuit, portant chacune une bougie noire et une feuille de bananier. Devant chaque maison, elles déposèrent un peu de sable pris dans la cour de Nayébi. Et à l'aube, toute la ville fut frappée par un étrange phénomène, les coqs chantèrent à minuit, les rivières débordèrent alors qu'aucune pluie n'était tombée, et tous les miroirs se ternirent dans les maisons. Une peur ancienne, profonde, s'installa. Les anciens convoquèrent une réunion secrète. Ils soupçonnaient quelque chose. Ils savaient. Certains d'entre eux avaient été jeunes lorsque Nayébi fut tué. Ils avaient vu. Ils n'avaient rien dit. Lamba, accompagnée d'Igni, se rendit à cette réunion non invitée. Elle entra sans peur, le balai de ronces à la main, et déposa devant eux les objets retrouvés, les cheveux, la chaîne brisée, la boîte de fer, le pagne. Elle ne les accusa pas. Elle leur dit seulement que la ville ne dormirait plus tant que la mémoire ne serait pas lavée. Qu'il ne suffisait pas de tuer. Il fallait aussi vivre avec les morts. Certains pleurèrent. D'autres baissèrent les yeux. Personne ne nia. Le lendemain, les murs du marché portaient une inscription faite en cendres et en huile de palme. Vous avez balayé la nuit, mais c'est vous que le vent emportera. Personne ne vit qu'il avait écrite. Mais tout le monde savait. Et cette nuit-là, alors que le quartier était plongé dans un silence de tombe, une silhouette apparut au milieu du marché, une femme vêtue d'un pagne rouge déchiré, les pieds nus, balayant lentement avec un balai en ronces. Elle ne parlait pas. Elle balayait, encore et encore, faisant tourner la poussière en spirale sombre. Certains dirent l'avoir vue entrer dans les maisons des anciens et en ressortir seule. D'autres dirent qu'elle chantait un chant que seuls les morts comprenaient. Mais ce que tous virent, ce fut la disparition soudaine de Moana. Son lit, vide. Sa calebasse, pleine. Ses sandales, posées à la porte. Plus aucune trace. Le lendemain, Lamba retrouva Igni sur la tombe de Nayébi. Elles se tinrent la main. Le balai était de retour, appuyé contre le mur. Propre. Immobile. Mais Lamba savait. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. La mémoire s'était réveillée. Et une fois réveillée, elle ne dort plus. Car balayer la nuit, ce n'est pas seulement convoquer les morts. C'est aussi réveiller les vivants. Ceux qui dorment les yeux ouverts. Ceux qui mangent sans demander d'où vient la nourriture. Ceux qui vivent dans des maisons construites sur des silences. Calabar n'était plus la même. Et quelque part, dans une autre cour, une autre jeune fille attrapa un vieux balai oublié. Si cette histoire t'a bouleversé, intrigué ou réveillé quelque chose en toi, alors ne garde pas le silence. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite, car ce n'est que le début. Commente ton ressenti, partage ce que cette histoire t'a évoqué.
Partage à ceux qui croient que les vérités enfouies ne ressurgissent jamais. Like si tu veux plus d'histoires qui remuent l'âme et dévoilent les réalités oubliées. Et surtout, reste connecté, car la poussière n'a pas encore tout dit.